6 juin 1944. Il est un peu plus de 6 heures du matin. Quelque part dans la Manche, des milliers de jeunes hommes attendent en silence. Certains ont 18 ans, d'autres 20. Quelques-uns seulement ont déjà connu le combat. Personne ne parle. On entend seulement le bruit des moteurs, le bruit des vagues, et parfois le bruit d'un homme qui essaie de cacher sa peur. Dans quelques minutes, les portes des bars vont s'ouvrir. Et beaucoup d'entre eux savent qu'ils ne reverront probablement jamais leur famille. Ils ne reverront peut-être jamais leurs amis. Ils ne tomberont peut-être jamais amoureux. Ils ne réaliseront peut-être jamais leurs rêves. Pour beaucoup d'entre eux, ce matin sera le dernier de leur vie. Pourtant, personne ne recule. Aucun ne demande à rentrer. Et depuis longtemps, une question me fascine. Comment les hommes qui savent qu'ils pouvaient mourir en quelques minutes trouvaient-ils encore la force d'avancer? Était-ce le courage, le devoir, la peur, ou bien quelque chose de bien plus profond encore? Car avant de comprendre pourquoi ils ont continué à avancer, il faut d'abord comprendre ce qu'ils étaient sur le point de perdre. Alors revenons quelques heures avant que les portes ne s'ouvrent. Depuis près de 5 ans, l'Europe est déchirée par la guerre. Des millions de personnes sont déjà mortes, et dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, les Alliés s'apprêtent à lancer la plus grande opération amphibie de l'histoire. Son nom, l'opération Overlord. Son objectif, établir une tête de pont en Normandie afin d'ouvrir un nouveau front en Europe occidentale et commencer la libération du continent. Pour cela, plus de 150 000 soldats vont traverser la Manche. Mais pour les hommes qui attendent cette nuit-là, ces chiffres n'ont aucune importance. Car dans quelques heures, beaucoup d'entre eux seront morts. Parmi eux, il y a le lieutenant Richard Winter. Il a 26 ans. Dans quelques minutes, il sautera au-dessus de la Normandie avec la 101e division aéroportée. Autour de lui, dans l'avion, certains hommes essaient de plaisanter, d'autres restent silencieux. Tous savent qu'une fois la lumière verte allumée, il n'y aura aucun retour en arrière. Richard Winters n'est pas un héros. Pas encore. C'est un jeune homme qui, quelques années plus tôt, étudiait à l'université. Un homme qui espérait simplement avoir un jour une vie normale, une famille, des amis, un avenir. Puis la lumière s'allume. Et les uns après les autres, les hommes disparaissent dans la nuit. Quelques heures plus tard, au large d'Omaha Beach, le soldat Charles Norman Shea attend lui aussi. Il n'a que 19 ans, il est un fermier de combat. Dans quelques minutes, lorsque la porte de la barge s'ouvrira, sa mission ne sera pas seulement de survivre. Sa mission sera de courir sous les balles pour sauver les autres. Autour de lui, personne ne parle. Il n'y a plus rien à dire. Seulement le bruit des vagues, le bruit des moteurs, et cette pensée que personne n'ose prononcer. Puis, plus loin encore, un autre homme attend. Le général Dwight Eisenhower. Contrairement aux autres, il ne débarquera pas sur la plage, mais il porte peut-être le poids le plus lourd de tous. Car, quelques heures auparavant, il a rédigé un message qu'il espère ne jamais devoir publier. Un message dans lequel il assume déjà l'entière responsabilité d'un éventuel échec. Avant même que le premier soldat ne pose le pied sur les plages de Normandie, Eisenhower est déjà prêt à porter le poids de milliers de morts. Richard Winters, Charles Norman Shea, Dwight Eisenhower, 3 hommes, 3 vies, 3 histoires complètement différentes. Et pourtant, en quelques heures, ils partageront tous la même chose, la possibilité de tout perdre. Leurs proches, leurs rêves, leur avenir, leur vie. Puis, peu avant l'aube, les premiers hommes aperçoivent enfin les côtes de Normandie. Et soudainement, tout ce qu'ils risquent de perdre devient réel. Pendant des heures, ils ont attendu, ils ont prié, ils ont pensé à leur famille, ils ont essayé de ne pas penser à la mort. Mais désormais, il n'y a plus rien à attendre. Au-dessus d'eux, des milliers de parachutistes sont déjà tombés dans la nuit française. Derrière eux, la plus grande flotte militaire jamais rassemblée continue d'avancer. Et devant eux, à travers le brouillard, se dessinent enfin les plages de Normandie. Cette nuit-là, plus de 13 000 parachutistes ont été largués derrière les lignes allemandes. Près de 7 000 navires traversent la Manche, plus de 150 000 soldats participent à l'opération.
Jamais une armée n'avait tenté quelque chose d'aussi ambitieux. Mais pour les hommes qui approchent des côtes françaises, ces chiffres n'existent plus. Il ne reste qu'une seule chose, quelques centaines de mètres d'eau, et la possibilité que leur vie s'arrête dans les prochaines minutes. À 6h30 du matin, les premières portes commencent à s'ouvrir, et en quelques secondes, tout bascule. Les mitrailleuses allemandes ouvrent le feu, les hommes tombent avant même d'avoir posé le pied sur le sable, d'autres disparaissent dans l'eau, alourdis par leur équipement. Le bruit est assourdissant, les explosions, les cris, les ordres, la peur. En quelques instants, des milliers de vies basculent. À plusieurs kilomètres de là, Richard Winters a lui aussi touché le sol français. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Les parachutistes ont été dispersés, des hommes sont isolés, d'autres ont déjà été tués. Certains ne savent même pas où ils se trouvent. Pourtant, Winters avance. Il rassemble les hommes qu'il rencontre, parfois un, parfois deux, parfois aucun. Mais il continue, parce qu'il n'existe plus d'autre choix. Sur Omaha Beach, Charles Norman Shea court lui aussi, non pas pour tuer, mais pour sauver. Il traverse les tirs, ramène un blessé, puis un autre encore. Chaque fois qu'il se relève, il sait qu'il pourrait ne jamais se relever à nouveau. Et pourtant, il recommence, encore et encore. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, Franklin Roosevelt ne dort pas. Puis Washington, il suit les informations qui arrivent en Europe. Des millions d'Américains attendent avec lui. Des millions de familles ignorent encore si leurs fils, leurs maris ou leurs frères sont toujours en vie. Quelques heures plus tard, Roosevelt prononcera une prière à la radio. Pas un discours, une prière. Car lui aussi sait que le sort de milliers d'hommes se joue dans ce moment même. Et pendant ce temps, à son quartier général, Adolf Hitler dort encore. Les commandants allemands hésitent. Ils savent que les divisions blindées pourraient changer le cours de la bataille, mais peu osent prendre la décision de les engager sans son autorisation. Pendant plusieurs heures, alors que des milliers d'hommes meurent sur les plages françaises, l'une des décisions les plus importantes de la guerre n'est toujours pas prise. À Omaha Beach, la situation devient catastrophique. Certaines unités perdent presque tous leurs officiers. Des hommes restent bloqués dans le sable, d'autres cherchent un abri derrière des obstacles métalliques ou des corps. Pendant plusieurs heures, personne ne sait si le débarquement va réussir, ou s'il est déjà en train d'échouer. Pourtant, malgré la peur, malgré les pertes, malgré le chaos, les hommes continuent d'avancer, parfois seuls, parfois à deux, parfois sans même savoir pourquoi ils continuent. Mais ils continuent. Puis, lentement, presque imperceptiblement, quelque chose commence à changer. À Omaha, de petits groupes de soldats parviennent enfin à franchir les falaises. Les positions tombent, des passages s'ouvrent. Plus loin dans les terres, Sainte-Mère-Église est toujours tenue par les parachutistes américains. Richard Winters a retrouvé plusieurs de ces hommes. Ils sont épuisés, certains sont blessés, d'autres viennent de perdre leurs amis, mais ils avancent toujours. Sur Gold, Juno et Swan Beach, les forces britanniques et canadiennes progressent elles aussi, lentement, au prix de centaines de vies. Mais elles progressent. Ce qui paraissait impossible quelques heures plus tôt devient soudainement envisageable. Ils peuvent réussir. Ils peuvent réellement réussir. Alors partout en Normandie, des milliers d'hommes poursuivent exactement le même objectif. Continuer. Simplement continuer. Car désormais, il ne s'agit plus seulement de gagner une bataille. Il s'agit de donner un sens à tous ceux qui sont déjà tombés. Puis, à la fin de cette journée du 6 juin 1944, l'impensable s'est produit. Les Alliés ont réussi à établir une tête de pont en Normandie. Le débarquement a réussi. Des milliers d'hommes sont morts, des milliers d'autres mourront encore dans les semaines qui suivront. Et pour ceux qui ont survécu à cette journée, une chose est désormais certaine. Lorsqu'ils se sont réveillés ce matin-là, ils ne savaient pas s'ils verraient le coucher du soleil. Et pourtant, ils ont avancé. Richard Winters est toujours vivant, Charles Norman Shea est toujours vivant, Dwight Eisenhower sait désormais. L'opération qu'il a lancée ne s'est pas transformée en catastrophe. Mais je crois que ce n'est pas cela qui me fascine le plus dans cette histoire,
Car lorsque l'on regarde ces hommes avancer, malgré la peur, malgré la souffrance et malgré la possibilité de mourir à chaque instant, on finit par se poser une question bien plus étrange. Ont-ils vu ce jour-là que nous passons peut-être toute notre vie à oublier ? Je crois que c'est à partir de ce moment-là que cette histoire cesse d'être seulement une histoire de guerre. Car lorsque l'on regarde ces hommes avancer, une question finit par apparaître. Qu'est-ce qui peut pousser un être humain à continuer lorsqu'il sait qu'il peut tout perdre ? Pendant longtemps, j'ai pensé que la réponse était simplement le courage, mais je ne crois plus que ce soit aussi simple. Car lorsque Richard Winters a posé le pied en Normandie, il savait qu'il pouvait mourir. Lorsque Charles Norman Shea a couru sous les balles pour sauver des inconnus, il savait qu'il pouvait mourir. Lorsque Dwight Eisenhower a lancé l'opération la plus risquée de la Seconde Guerre mondiale, il savait qu'il pouvait échouer. Et pourtant, ils ont continué. Alors je me suis demandé, qu'est-ce qu'ils voyaient que nous avons peut-être oublié ? Et je crois qu'une partie de la réponse se trouve dans quelque chose d'extrêmement simple. Ces hommes n'avaient plus l'illusion que nous possédions presque tout. L'illusion d'avoir le temps, car la plupart d'entre nous vivent comme si demain nous appartenait. Nous remettons nos projets, nos rêves, les personnes que nous aimons, comme si nous pouvions toujours attendre encore un peu. Encore une semaine, encore un mois, encore quelques années. Mais le 6 juin 1944, des milliers d'hommes ont perdu cette illusion. Lorsqu'ils sont montés dans ces barges, lorsqu'ils ont sauté dans le ciel normand, lorsqu'ils ont attendu que les portes s'ouvrent, ils savaient qu'ils pouvaient tout perdre. Et c'est peut-être précisément pour cette raison qu'ils comprenaient mieux que nous la valeur d'une seule journée, la valeur d'une seule conversation, d'un seul souvenir, d'un seul lever de soleil, d'une seule vie. Je ne pense pas qu'ils aient cessé d'avoir peur. Je pense qu'au contraire, ils auront senti cette peur plus intensément que nous pouvons probablement l'imaginer. Mais cette peur leur rappelait aussi quelque chose que nous passons parfois notre vie entière à oublier. Que la vie n'est pas quelque chose qui nous est dû, qu'elle n'est pas garantie, qu'elle peut disparaître demain. Et c'est peut-être précisément pour cette raison qu'elle possède une valeur aussi immense. Car si nous étions immortels, si nous avions un temps infini, alors peut-être qu'aucun instant n'aurait réellement d'importance. Peut-être qu'aucun souvenir ne serait précieux. Peut-être qu'aucune vie ne serait un véritable cadeau. Mais il y a une autre chose qui me fascine dans cette histoire. Car si ces hommes avaient seulement appris que la vie était précieuse, alors cette histoire ne serait probablement pas aussi bouleversante. Ce qui me fascine d'autant plus, c'est qu'ils ont continué à vivre, vraiment vivre, alors même qu'ils pouvaient mourir. Lorsque Richard Winters avance avec les hommes qu'il a réussi à trouver, il sait qu'il peut encore mourir dans les prochaines heures. Lorsque Charles Norman Shea retourne chercher un blessé supplémentaire, il sait qu'il pourrait ne jamais revenir. Et pourtant, aucun d'entre eux ne semble attendre que le danger disparaisse pour commencer à vivre. Car lorsque chaque minute peut être la dernière, quelque chose d'étrange se produit. Soudainement, tout devient important. Une parole, un regard, un souvenir, un ami, une simple seconde supplémentaire. Et plus je réfléchis à cette histoire, plus je me demande si nous ne faisons pas parfois exactement l'inverse. Nous attendons. Nous attendons d'avoir plus d'argent, plus de temps, plus de confiance, plus de certitude. Nous attendons le moment parfait pour commencer à vivre. Comme si vivre était quelque chose que l'on pouvait remettre à plus tard. Mais ces hommes, le 6 juin 1944, n'avaient plus ce luxe. Ils ne savaient pas s'ils seraient encore vivants le soir même. Et pourtant, ils ont continué. Ils ont continué à avoir peur, ils ont continué à espérer, ils ont continué à aimer, et ils ont continué à avancer. Et parfois, je me demande si ce n'est pas précisément cela, vivre. Non pas attendre que la peur disparaisse, non pas attendre que la souffrance s'arrête, non pas attendre que tout soit enfin parfait, mais décider d'avancer malgré tout. Car au fond, nous ne sommes peut-être pas si différents de ces hommes. Nous aussi, nous pouvons tout perdre. Pas aujourd'hui peut-être, pas demain peut-être, mais un jour. Et pourtant, nous vivons souvent comme si cette vérité n'existait pas.
alors qu'eux n'avaient plus la possibilité de l'ignorer. Et c'est peut-être pour cette raison qu'en observant ces hommes courir sur les plages de Normandie, malgré la peur et malgré la mort, j'ai l'impression qu'ils avaient compris quelque chose que la plupart des gens passent leur vie entière à apprendre. Que vivre ne commence peut-être pas lorsqu'on sélectionne la peur, mais lorsque nous décidons d'avancer malgré cette peur. Le 6 juin 1944, Richard Winters et des milliers d'autres hommes ont sauté dans la nuit normande sans savoir s'ils reverraient un jour le soleil se coucher. Charles Norman Shea a couru sous les balles pour sauver des hommes qu'il ne connaissait parfois même pas. Des milliers d'autres ont avancé sur les plages de Normandie alors qu'ils savaient qu'ils pouvaient mourir dans les prochaines minutes. Et plus je réfléchis à cette histoire, plus je pense qu'elle nous apprend quelque chose de beaucoup plus important qu'une simple leçon de guerre. Nous passons souvent notre vie à vouloir supprimer la souffrance, peur, échec, la possibilité de perdre, comme si le bonheur se trouvait dans un monde où rien de mauvais ne pouvait jamais arriver. Mais en regardant ces hommes avancer sur les plages de Normandie, malgré la peur, malgré la souffrance et malgré la mort, je me suis demandé autre chose. Et si nous nous trompions? Car sans la possibilité d'échouer, il n'y aurait peut-être jamais de véritable fierté. Sans la possibilité de perdre, il n'y aurait peut-être jamais de véritable gratitude. Sans la peur, il n'y aurait peut-être jamais de véritable courage. Et si la souffrance n'existait pas, alors peut-être que le bonheur et la conscience profonde n'existeraient pas non plus. C'est justement parce qu'on peut tout perdre que la vie mérite d'être vraiment vécue jusqu'au bout.